Quand je suis arrivé au Japon, je pensais que louer un appartement, ce serait simple. Visite, dossier, signature. Non. J'étais loin de me douter qu'ici c'était la norme de payer 4 fois le montant du loyer le premier mois pour entrer dans l'appart, ou de donner un loyer en cadeau au propriétaire, parce que c'est une tradition, comme si ça ne coûtait pas suffisamment assez cher. Ouais, louer un appartement ici, ça peut demander un garant, des frais cadeaux et une tonne de paperasse. Mais choisir le bon logement au Japon, ce sera ultra important puisque c'est littéralement ce qui va décider si ton Japon sera magique ou épuisant. Trop loin, tu passes ta vie dans les transports, trop petit, tu vas pas être bien mentalement, mal choisi, tu perds du temps, de l'argent et de l'énergie. Que tu restes 6 mois ou 6 ans, dans cette vidéo, je te fais un guide clair en t'expliquant toutes les options du court, au long terme avec les coûts, les pièges et la bonne méthode pour choisir. Quand tu arrives au Japon, la première erreur que font beaucoup de gens, c'est de croire que se loger veut dire la même chose qu'en France. En réalité, sur le court terme, ton objectif n'est pas forcément de dénicher l'appartement parfait. Ton objectif, c'est d'obtenir un toit rapidement, sans te faire écraser par la paperasse, et surtout sans te retrouver enfermé dans un choix que tu regretteras 2 mois plus tard. Parce que souvent ici, un déménagement, ce n'est pas juste un changement d'adresse, c'est aussi des frais, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est une charge mentale que tu n'as pas envie d'avoir au moment où tu découvres déjà un nouveau pays. Cette partie court terme, je la considère comme la phase d'atterrissage. Elle s'adresse aux touristes longue durée, à ceux qui arrivent sur leur premier mois de visa, aux PVT, aux étudiants en échange, mais aussi à tout nouvel arrivant qui n'a pas encore débloqué les éléments administratifs qui ouvrent beaucoup de portes au Japon. Un numéro de téléphone local, un compte bancaire japonais, parfois même un contact d'urgence et dans beaucoup de cas, un garant ou société de garantie. Cette partie, elle s'adresse aussi aux personnes qui pourraient directement, techniquement déjà louer un appartement, mais qui préfèrent la jouer malin en testant d'abord une ville ou un quartier avant de s'engager. Le Japon est un pays dans lequel les frais fixes liés au logement peuvent être élevés, donc si tu te trompes de quartier, de ligne de train ou de niveau de bruit, ou même si tu te rends compte que tu as besoin de plus d'espace pour travailler, tu veux pouvoir bouger sans te ruiner. Le court terme, c'est aussi le moment où tu n'as pas encore un bon radar. Tu ne sais pas si le quartier va être calme ou pas, si la ligne va être un enfer pendant l'heure de pointe, l'importance d'une bonne isolation, si tu vas détester ou pas marcher 10 minutes sous la pluie pour rejoindre ta station, et c'est justement pour ça que cette phase existe. Pour les options très courtes de 1 à 2 semaines, en pratique, vous en avez plusieurs, et chacune correspond à un niveau différent de confort, de budget et de flexibilité. Le tout premier niveau, c'est la solution d'atterrissage, l'hôtel, la capsule ou parfois un Airbnb. C'est rarement un plan sur le long terme, c'est un plan pour te donner un point de chute pendant que tu récupères du jet lag et que tu te fais tes premières démarches, que tu récupères 1 ou 2 zones où tu pourras vivre et que tu commences à visiter. L'avantage, c'est que tu n'as presque aucune contrainte. Tu poses tes affaires et tu respires. L'inconvénient après, c'est que c'est cher et que tu n'as jamais vraiment l'impression d'être installé. Si tu restes trop longtemps dans ce mode, tu peux te retrouver à payer très cher pour un confort moyen et surtout tu risques de perdre un temps précieux à improviser chaque jour. Juste après, tu as une solution qui est souvent sous-estimée puisqu'elle a un petit côté backpacker, mais qui est intelligente, c'est la guest house pour une période d'1 semaine à 2 mois. C'est une option qui peut être étonnamment efficace quand tu arrives seul parce qu'elle te donne une base de vie et en même temps un environnement social. Tu rencontres des gens, tu échanges des bons plans et tu peux parfois accélérer ton adaptation juste en parlant avec ceux qui sont déjà passés par là. Par contre, toutes les guest houses ne se valent pas. La qualité elle varie énormément et surtout les règles internes peuvent changer ton quotidien, que ce soit au niveau du bruit, des horaires, des invités, le nettoyage, l'espace commun. Si tu veux travailler, pouvoir avoir des invités ou simplement si tu as besoin de calme, tu dois vérifier tout ça avant. C'est typiquement le genre d'option qui marche très bien pour transitionner, mais qui peut vite devenir insupportable si l'endroit est mal géré et trop bruyant. Donc en clair, c'est utile, mais ça se choisit avec un minimum de sérieux. Ensuite, tu arrives sur une catégorie que je trouve centrale sur le court terme, les appartements meublés au mois, entre 1 et 12 mois, parfois un peu plus. Cette option est extrêmement logique puisqu'elle te fait gagner quelque chose de précieux, du temps et de la simplicité. Le meublé au mois, c'est l'idée que tu n'as pas envie de passer tes premières semaines à acheter un lit, un frigo, des rideaux, une table, à gérer les livraisons, alors que tu pourrais utiliser tout ce temps pour stabiliser ta vie, tes démarches et trouver ton rythme. Donc moi, mon premier appartement à Tokyo, c'était un meublé. J'avais fait ce choix parce qu'à l'époque, je savais pas encore combien de temps je resterais au Japon. Donc je voulais une localisation qui soit facile d'accès et pratique. Donc c'est pour ça que mon choix à l'époque s'était reporté sur le quartier de Nakai. En fait, il fait partie de l'arrondissement de Shinjuku. Donc c'est assez calme quand même comme quartier et c'est bien desservi par plusieurs lignes de transport. Et au final, j'avais 18 mètres carrés et je payais pour ça 86 000 yens hors charge. En général, tu payes plus cher par mois que dans une location classique, mais ce plus cher, ce n'est pas une arnaque, c'est le prix de la flexibilité et du prêt à vivre. Et ça peut te revenir moins cher que tu ne crois si tu prends en compte ce que tu évites. L'achat de meubles, le temps perdu, l'énergie, parfois même certains frais initiaux. Surtout, tu évites une situation fréquente, prendre un bail classique trop tôt, payer beaucoup de frais fixes et te rendre compte au bout de 3 mois, tu n'es pas au bon endroit. Et là, justement, je suis dans un des appartements meublés de Weave Living qui a accepté d'être le partenaire de ma vidéo. J'avais envie de pouvoir vous filmer concrètement des exemples d'appartements meublés et non meublés, Donc merci à cet opérateur qui propose ces deux types d'appartements. dans leur portefeuille Weave Place, ils ont des appartements entièrement meublés dans le centre de Tokyo, généralement à moins de 10 minutes à pied d'une station, avec un accès facile vers des
des hubs comme Shibuya ou Shinjuku. Et même s'ils avaient d'autres appartements dans de bons quartiers comme Asakusa ou Meguro, dans cette vidéo je suis dans leur appartement meublé de Komazawa Dagaku. C'est un quartier résidentiel très populaire parce qu'il offre un équilibre rare. Tu as une vraie qualité de vie tout en restant connecté à la ville. Leur unité a en plus un côté très lumineux et agréable, avec une belle lumière naturelle et un espace qui rend bien. Ce qui est un détail, mais quand tu vis au Japon, la lumière, l'agencement et la sensation d'espace, ça impacte énormément ton mental au quotidien. Et encore une fois, je ne te dis pas apprends ça, je te dis juste voilà ce que tu dois regarder pour savoir si un appartement meublé au mois te convient. Quand tu visites un appartement meublé, il y a plusieurs choses à comprendre et à vérifier. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent parce qu'ils regardent uniquement les photos. D'abord, il y a le budget réel. Au Japon, tu peux facilement te faire surprendre par ce qui n'est pas explicitement intégré à ton calcul mental, comme des charges, internet et parfois certaines prestations. Ensuite, il y a la question du quotidien. Est-ce que tu as des rangements? Est-ce que tu as un espace qui te permet de travailler ou de vivre correctement sans avoir l'impression d'être compressé? Beaucoup d'appartements au Japon sont plus petits qu'en France et la différence entre petit mais bien pensé et petit et étouffant, ça change totalement l'expérience. Enfin, il y a l'élément le plus important du Japon, la localisation, mais pas seulement le quartier. Ce qui compte, c'est la ligne de train, la distance réelle à la station, le nombre de changements et la qualité de ton trajet quotidien. Deux logements peuvent être à 10 minutes d'une station, sauf qu'il y en a un qui va t'emmener directement au centre de Tokyo, pendant que l'autre va te forcer à faire 2 ou 3 changements. Ça, sur le papier, tu le ressens pas, mais dans la vie de tous les jours, tu le payes chaque jour. La quatrième grande option sur le court terme, c'est la share house. C'est souvent l'option la plus facile et la moins chère pour entrer dans le pays. Elle fonctionne bien pour ceux qui arrivent seuls, qui veulent créer un réseau et qui sont prêts à sacrifier un peu d'intimité pour gagner en simplicité. Le gros avantage, c'est l'accès, moins de frais d'entrée, parfois moins de screening, une entrée plus rapide et une chambre meublée. Là encore, le contre est évident, tu vis avec d'autres personnes. Donc le bruit, les règles, les espaces communs, la propreté peuvent devenir un sujet quotidien. Si tu aimes avoir de l'intimité ou si tu es en couple, tu dois être très lucide sur ce point. Le bon réflexe ici, c'est de ne pas choisir seulement en fonction du prix. Je sais qu'il existe aussi des share house de luxe, très premium, j'imagine top pour le côté social, mais le problème c'est que t'as que quelques mètres carrés d'intimité et que souvent le loyer il se rapproche de celui d'un appartement classique. Alors comment bien choisir son logement? À ce stade, tu peux te perdre dans les annonces, les photos et les descriptions. Donc je te donne une logique simple, sur le court terme, tu ne choisis pas seulement un logement, tu choisis un rythme de vie. La première chose à regarder, c'est ton budget réel, pas ton budget théorique. Un logement moins cher mais loin peut te coûter plus cher au final si tu ajoutes le transport, le temps perdu, la fatigue. Quoique ça pourrait te faire des économies puisque tu auras moins envie de sortir, tu auras l'impression que tout devient trop loin. La deuxième chose, si tu pars sur un appartement, c'est de décider si le meublé est indispensable. Si tu restes moins d'un an, le meublé est souvent plus logique parce que l'achat et la revente de meubles deviennent une perte sèche. La troisième chose, c'est la station et surtout la ligne. Beaucoup de gens choisissent un quartier mignon et se retrouvent sur une ligne bondée ou une ligne qui les force à faire plusieurs changements. Faut vraiment penser au trajet quotidien entre ton boulot ou ton école et la maison. Ensuite, tu dois être honnête sur ton besoin de calme et d'espace. Trop loin, tu passes ta vie dans les transports, trop petit, tu le payes mentalement. Ça là, c'était ma chambre, c'était tout petit, j'avais 18 mètres carrés, mais vu que j'étais souvent dehors et que j'étais à côté de tout, au final ça me posait pas trop de soucis. Et enfin, un critère essentiel, les conditions de sortie. Sur le court terme, tu dois absolument comprendre le préavis, les pénalités, les frais éventuels de nettoyage et la flexibilité du contrat. Un logement temporaire qui se transforme en prison financière, ça arrive plus vite qu'on ne le croit. Les erreurs les plus fréquentes sont souvent les mêmes. La première, c'est de vouloir un appartement classique trop tôt, sans dossier solide, et de s'épuiser à subir des refus, des attentes et des démarches incompréhensibles. La deuxième, c'est de choisir un logement pas flexible en se disant que ça ira, puis en fait se rendre compte que le logement ou la ligne ne conviennent pas, et là tu veux bouger, mais tu vas perdre de l'argent. La troisième, c'est de partir sur un logement non meublé trop tôt et de sous-estimer tout ce que ça implique. L'achat de meubles, les livraisons, l'installation, internet et détails pratiques. Du coup, pour toutes les personnes qui viennent faire plusieurs mois/années ici au Japon et qui n'ont pas encore de logement, j'ai une petite méthode que je vous recommande. D'abord, une phase d'1 à 2 semaines où tu prends un logement de transition. Une guest house peut être idéale si tu veux rencontrer du monde et que tu acceptes la vie en communauté. Un hôtel ou un Airbnb peut être mieux si tu as besoin de ton intimité. L'objectif n'est pas de t'installer, mais d'avoir un point de fixation pour commencer. Sinon, si tu veux direct un plan pour du court moyen terme, disons de 1 à 12 mois, tu choisis une solution flexible et pragmatique. La share house ou un appartement meublé au mois dans un quartier test. Là, tu commences à vivre réellement, tu comprends ton rythme, tu vois ce que tu attends de ton quotidien. Et surtout, tu construis un vrai dossier. Tu obtiens un numéro de téléphone, tu ouvres un compte en banque, tu récupères des preuves de revenus. En gros, tu deviens lisible pour le marché locatif japonais. Et c'est exactement la transition vers la partie suivante. Une fois que tu n'es plus dans l'urgence, une fois que tu as un dossier et que tu connais mieux ta ville, tu peux passer au moyen long terme, là où les vraies décisions commencent. Louer classique, comparer les frais, comprendre les garanties et choisir un endroit où tu peux tenir 1 ou 2 ans sans regret. Pour l'instant, retiens une chose, sur le court terme, ton meilleur ami, c'est la flexibilité. Ton logement n'est pas ton objectif final, c'est ton camp de
base, le temps de comprendre le Japon et de construire le reste. Maintenant, pour le logement sur du moyen long terme, c'est la situation où dans ta tête tu passes de je veux un toit à ok, maintenant je veux vraiment me mettre bien dans mon logement. Et à ce moment-là, normalement, tu dois avoir un dossier un peu plus solide. Si t'en es là, c'est que t'as de grandes chances d'avoir un travail avec un visa ou d'être étudiant dans un long programme. À ce stade, beaucoup de gens commencent aussi à se projeter un peu plus. Ils pensent à vivre en couple, à fonder une famille, à recevoir des proches, à avoir un coin bureau. L'objectif, il est simple, optimiser le ratio coût-confort et éviter de te faire découper par les frais d'entrée. Et pour ça, tu dois comprendre le vrai coût du logement au Japon, pas seulement le loyer affiché. Et oui, sur le papier, beaucoup de gens se focalisent sur le loyer et pensent qu'ils optimisent. Mais la vraie optimisation, c'est souvent un équilibre entre trois choses. La localisation réelle, la qualité de l'appartement, et cette troisième chose, ce sont les frais fixes, tout ce que tu paies à l'entrée et au renouvellement. Cette étape, c'est celle où tu rentres dans le jeu classique du Japon. Les agences, le screening, les sociétés de garantie, les frais d'entrée, le renouvellement. Mais ne t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. À ce stade, tu as globalement trois grandes options de logement. Je vais te les présenter brièvement avant de rentrer ensuite plus dans le détail des procédures et de l'explication des différents frais. La première option, la plus classique, c'est la location standard non meublée avec un bail de 2 ans qui est renouvelable et c'est vraiment le modèle dominant ici au Japon. Dans la plupart des cas, c'est ce qui te donnera le meilleur coût mensuel à long terme. Tu payes un prix d'entrée, souvent élevé d'un montant équivalent à 2 ou 3 mois de loyer, tu acceptes le screening, tu t'équipes et ensuite tu as une situation stable. La contrepartie, c'est justement cette barrière d'entrée. Dossier, garant ou société de garantie et frais initiaux. Mais comme je te l'ai dit, on va revenir dessus. Deuxième option, c'est la location meublée sur une période plus longue. Je te l'ai expliqué précédemment, mais généralement c'est un petit peu plus cher que du non meublé. Mais ça, c'est parce que tu gagnes en simplicité. C'est l'option idéale si tu n'arrives pas à te projeter trop longtemps au Japon et que tu veux garder ta flexibilité. Bon, moi j'ai quand même vécu 7 ans dans mon appartement meublé. Celui que vous pouviez voir dans mes anciennes vidéos. Franchement, la location meublée, superbe expérience de mon côté. Donc si vous aussi vous voulez une solution meublée pour pas avoir à trop vous prendre la tête avant d'avoir une situation stable, n'hésitez pas à faire un tour chez WePlace. Franchement, très propre leur agencement avec l'espace pour ranger. En tout cas, c'est bien mieux que ce que j'avais à l'époque. Il y a tous les frais annexes inclus dans le loyer, donc internet inclus, et c'est pareil pour les factures de gaz, d'électricité, dont tu n'as pas de souci du coup. Ce qui est top, c'est que c'est géré de manière fluide, en pouvant échanger directement en anglais avec le staff de Weave, et ça inclut aussi les réparations ou la maintenance pendant notre séjour. Et si vraiment vous avez v'là les pépettes, ils ont même une ligne premium qui s'appelle Weave Residences, notamment dans les quartiers d'Azabu ou de Roppongi. Là, on est sur du meublé au mobilier premium, clairement pensé pour ceux qui veulent un lifestyle plus luxe. Bon bah je crois que je vais devoir tryhard encore un petit peu histoire de pouvoir me payer tout ça un de ces jours, tiens. La troisième option, c'est la Share House Premium que je vous ai mentionné plus tôt. Ce sont des share houses conçus avec de meilleurs espaces communs et un niveau de confort supérieur. Le problème, c'est que tu peux vite te retrouver à payer quasiment le prix d'un appartement pour une intimité toujours limitée. Donc ça dépend beaucoup de ta personnalité et de ton style de vie. Maintenant, on entre dans le main event et je vais vous expliquer les frais d'entrée dans les appartements japonais et comment les réduire. À partir d'ici, on touche au cœur du système nippon. Et c'est là que beaucoup de gens se font surprendre parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils paient. Dans une location classique, tu peux avoir plusieurs couches de frais. Il y a le dépôt appelé Shikikin qui est censé couvrir certains risques et peut être partiellement récupérable selon l'état du logement. Tu as le Kimoni, le Reikin, qui est un cadeau au propriétaire et qui est non remboursable. Ne cherche pas, c'est une spécificité culturelle japonaise où tu exprimes ta gratitude envers le propriétaire qui a la grâce, l'extrême gentillesse de te louer son appartement. Ensuite, il y a les frais d'agence qui peuvent représenter une somme importante. T'as une assurance habitation souvent obligatoire, t'as parfois des frais de changement de serrure, des frais de nettoyage et souvent un loyer d'avance de requis. Quand tu additionnes, ça fait une entrée qui fait extrêmement mal et en plus ça prend même pas en compte les autres charges comme internet, l'électricité ou le gaz. Et souvent à l'issue du bail, tu as des frais de renouvellement d'un montant égal à un loyer quand tu prolonges. La première technique, c'est de viser des annonces sans kimoni. Alors il y en a quand même pas mal et on va pas se mentir, ça fait du bien parce que le kimoni, c'est typiquement un coup perdu. La deuxième, c'est d'éviter les biens qui sont très agressifs sur les frais de serrure, nettoyage, maintenance, etc. La troisième, c'est la négociation. Elle n'est pas toujours possible, surtout si les biens sont très demandés, mais parfois tu peux négocier un point, un mois ou des conditions, surtout si le logement n'est pas en tension maximale. Dans tous les cas, il faut comprendre une chose, sur le moyen long terme, ce sont les frais fixes qui déterminent la rentabilité de ton choix. Si tu payes une grosse entrée et que tu déménages un an après, tu auras transformé ton logement en une erreur coûteuse. Si tu payes une entrée et que tu restes longtemps, le coût se lisse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que la location non meublée, elle devient intéressante à partir du moment où tu restes un certain temps. Maintenant, moi ce que je vous conseille, c'est ce que j'ai fait pour les 2 appartements dans lesquels j'ai vécu, c'est de passer par des agences qui sont étrangers friendly. Souvent justement, il y a beaucoup de frais qu'ils n'ont pas, ils ont aussi du
personnel qui parle anglais et toutes les procédures sont beaucoup plus fluides. Et c'est là que Weavebase se positionne, c'est l'offre non meublée de chez Weave qui a été pensée pour les résidents long terme qui ont envie d'éviter le mur de frais initiaux. Au lieu d'avoir plusieurs mois de loyer en frais, Weavebase met en avant une structure beaucoup plus légère, zéro kimonie, zéro dépôt et pas de frais d'agence. Donc ça réduit quand même beaucoup le ticket d'entrée et ça pour un résident c'est un vrai game changer. Beaucoup d'appartements japonais ont des restrictions comme pas d'animaux de compagnie, pas de colocation, etc. Mais Weave m'a précisé qu'il voulait proposer une offre plus flexible en acceptant tout ça. D'ailleurs, cette propriété d'Asukayama est spécifiquement pet friendly, donc j'aurais pu venir avec ma perruche carrément. Et regardez-moi ce petit rooftop comme je les aime. Internet est aussi inclus dans le loyer, franchement ils savent vous mettre bien, on va pas se mentir. Et l'avantage c'est que contrairement à beaucoup d'agences qui font des locations de 24 mois minimum, chez Weavebase c'est 12. En gros, Weave Place c'est parfait si vous cherchez un logement meublé prêt à vivre. Weave Residences c'est la version plus premium pour ceux qui veulent un logement meublé plus haut de gamme. Et Weavebase c'est l'offre non meublée avec des frais d'entrée plus légers pensés pour du plus long terme. Et ce qui est pratique avec Weave, c'est que tout peut se faire en ligne comme regarder les options, consulter les photos, faire la visite virtuelle, vérifier les disponibilités, signer électroniquement ou encore réserver directement. Et cerise sur le gâteau, ils ont souvent des campagnes comme un mois de loyer gratuit, donc n'hésite pas à checker leur site pour plus d'infos et être sûr de ne rien louper. Bon, maintenant que tu as compris les frais, il faut comprendre le processus parce qu'il est très codifié. En général, tu commences par ta recherche, tu te fais une shortlist, tu contactes les agences, tu visites, puis tu fais ta demande. En gros, tu poses ta candidature. C'est le moment où tu t'engages sur ton intérêt et où le propriétaire ou la société de gestion commence à te regarder. Ensuite, il y a le screening. On va vérifier ta situation, tes revenus, ton statut de résidence, parfois ton employeur, ta stabilité. Et très souvent, tu vas passer par une société de garantie. C'est un élément clé du marché japonais. Ce n'est pas un jugement sur toi, c'est juste une norme. Cette société garantit au propriétaire qu'en cas de problème, il y a une couverture. Pour toi, ça signifie des frais supplémentaires, parfois initiaux, parfois annuels. C'est un point à intégrer dès le début parce que sinon tu te retrouves à découvrir des frais au moment où tu penses en avoir terminé. Généralement, la société de garantie, elle est suggérée par l'agence en question, donc administrativement parlant, t'as pas grand chose à faire, donc ça va. Après validation, tu signes le contrat, tu payes et tu récupères les clés. Sur le papier, c'est simple, mais en réalité, les délais, les documents et les conditions qui varient, c'est quand même lourd administrativement. Mais quand t'as fini, tu peux souffler, tu te sens vraiment soulagé d'un énorme poids. Je reviens vite fait sur les critères qui vont vraiment faire la différence sur la longueur, c'est ultra important et ça va beaucoup jouer sur votre expérience ici au Japon. C'est ici que tu dois arrêter de regarder un appartement comme un touriste et commencer à le regarder comme quelqu'un qui va y vivre. Sur la durée, 3 facteurs peuvent ruiner ton quotidien. L'isolation, thermique et sonore, la lumière et l'humidité. Beaucoup d'apparts japonais peuvent être très froids en hiver et très chauds en été. Si tu es sensible à ça, tu le sentiras très vite. La lumière naturelle est trop sous-estimée. Vivre dans un endroit sombre sur la durée, ça va te plomber. L'humidité et les moisissures, c'est un vrai sujet au Japon. Il faut vraiment bien regarder la ventilation, l'état des murs et les zones humides. Et surtout, attention au bruit. Près d'une voie ferrée, près d'une grosse route, mur fin, beaucoup de gens n'y pensent pas à la visite. J'en ai entendu des histoires de gens qui craquaient. Et puis, il y a le quotidien. Supermarché, salle de sport, combini, tout ce qui te fait gagner du temps. Si tu as une famille où tu te projettes, évidemment tu ajoutes des critères comme des écoles, les crèches, parce que tout ça, ça restructure complètement tes priorités. Le deuxième piège, c'est de prendre trop petit par prudence. On ne se rend pas compte qu'on peut très vite manquer d'espace pour le rangement après s'être installé. Et pour être totalement honnête avec vous, je regrette de ne pas avoir pris plus grand puisque je commence déjà à galérer niveau vêtements. Et vraiment, je manque de rangement parce qu'avec toutes mes conneries de trucs Pokémon là, c'est compliqué. Et le troisième piège, c'est de sous-estimer le coût et l'effort du mobilier sur du non meublé. Ce n'est pas seulement acheter un lit, c'est tout l'écosystème, électroménager, rideaux, luminaires. Je me rendais pas compte que ça coûterait aussi cher. Et surtout, j'y connaissais rien. Genre quel type de machine à laver choisir, etc. Heureusement, j'ai eu l'aide de Guigui et de sa femme, la grande vizirette. Et voilà les amis, c'est la fin de ce guide du logement. J'espère de tout cœur que ça vous sera utile, que ça pourra en aiguiller certains d'entre vous. Donc n'oubliez pas, si vous cherchez une option pour du court ou du moyen terme, vous pouvez faire un tour sur le site de Weave Living, je vous mets un lien dans la description. Sinon, vous pouvez checker par vous-même d'autres agences existantes. Encore une fois, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce des familles ou un petit commentaire, ça aide forcément au référencement de la vidéo. Et moi les amis, je vous remercie encore une fois de votre fidélité. Je vous dis tchou tchou bye bye et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.